Alors, chers collègues, au cours de notre séminaire, j'ajoutais quelques points pour pouvoir réfléchir sur des éléments d'information qui ont été donnés dans des rapports, hein. Alors, quelques précisions concernant la méthodologie de ce que vous allez voir hein, dans ma présentation. Ce sont des commentaires généraux, mais pour les macroéconomistes, c'est quelque chose de d'actualité. Vous allez me comprendre. Premier point, si nous considérons la statistique des comptes nationaux, il y a la production de la valeur ajoutée et puis elle est diffusée sur la valeur des impôts et le paiement des salaires. Et ensuite, le paiement des investissements, de la consommation et d'autres biens et services. Donc, ce sont les diffusions des dépenses. Mais vous allez me demander comment est-ce que les dépenses influent sur le PIB. Ça dépend des exportations pures. Mais en fait, cette approche n'est pas très explicative, puisque les exportations, oui, c'est une partie du marché extérieur. Et en fait, ici, il s'agit des investissements, de la consommation de la population. Donc, la partie de, des exportations nettes dans le PIB n'est pas décisive. En Biélorussie, nous avons des exportations et des importations importantes et cette balance ne représente pas la contribution du marché extérieur au pays. Donc, vous voyez, à gauche, nous utilisons les statistiques de, des dépenses pour le lancement et la production. Mais ici, il s'agit de la production des produits, des biens et de leur diffusion. L'exportation des biens et des services, par exemple, les listes de types d'actions économiques extérieures. Donc, nous essayons de voir comment voir dans ces images éparpillées une image claire et globale. Donc, il faut utiliser le même système de coordonnées et cela devient plus clair. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Afin de réduire ce système aux mêmes indicateurs, nous utilisons l'analyse de la décomposition structurale en se basant sur les tableaux de dépenses et de lancement. Dans la dernière édition de Questions de l'économie, vous pouvez voir la description de cet instrument. Donc, quelques petits chiffres sur cette structure. Donc, voilà, ici, vous voyez la consommation des ménages, la consommation publique et l'exportation nette. Si nous enlevons les importations, nous voyons dans quelle partie du marché la valeur ajoutée est formée. Donc, si nous faisons le calcul, ici, nous voyons 100% du PIB. Mais il ne s'agit pas des points de pourcentage. Donc, par exemple, les exportations s'élèvent à 37,3%, donc plus d'un tiers de la valeur ajoutée de la République de Biélorusse. Donc, nous pouvons voir la situation sur d'autres marchés. Ensuite, ces statistiques calculées à l'aide du tableau que j'ai déjà mentionné, vous en voyez la suite. Nous partons des exportations dans ce tableau. Et vous voyez tout de suite
Quel est le pourcentage du marché russe et dans quel type de produits? La contribution de l'Union européenne, l'exportation de différents types de produits, au total, ça s'élève à 10,2% de PIB. Donc, nous pouvons voir, par exemple, ce qui apporte le plus de valeur ajoutée dans les exportations. Donc, par exemple, nous voyons le secteur des transports à 3%, le secteur informatique, 1,5%, la production forestière, 1,2%, les productions chimiques et le raffinage, 0,9%. Donc, nous voyons que les produits principaux d'exportation nous donnent plus de valeur ajoutée. Et il faut dire que sur ces points clés que vous voyez en vert, ont été sanctionnés. Ça, c'est très important. Et ici, nous voyons les données sur l'Allemagne, sur la Pologne. Ici, vous voyez la suite du tableau. Nous voyons les marchés d'autres pays. Nous voyons le marché ukrainien qui s'élève à 2,9% du PIB. Nous voyons d'autres marchés. Ça, c'est la production chimique et la pharmaceutique, 3,4 points de pourcentage. Et la production du pétrole et le raffinage, 1,5%. Donc, c'est ce qui passait par le territoire des pays européens dans d'autres pays. Ça, c'est la logistique qui a été beaucoup impactée. Donc, d'abord, nous avons perdu le marché ukrainien, mais nous avons également perdu les moyens logistiques sur ces points clés qui passaient par les marchés européens. Donc, cela nous donne une idée de l'influence des limites de sanctions et de ce que cela a fait pour le PIB de notre pays. Donc, ça, c'est les données de 2020. En 2022, les tableaux de lancement et de dépenses sont déjà fermés. Là, on parle de la situation qui a changé sur le changement de la position sur le marché ukrainien et le marché européen. Et là, on va parler plutôt de 20%. Les statistiques officielles, c'est 22% du PIB qui se retrouve sur une pression de sanctions. Alors, en ce qui concerne les limites des sanctions, à quel point est-ce qu'ils touchent d'autres types de production? Ici, nous voyons les chaînes de production. Donc, par exemple, dans la colonne de droite, nous voyons la structure des exportations à 100%, dans sa totalité. Et nous voyons quelles positions sont les plus importantes, les positions clés. D'ici, nous voyons les données pour les impôts, les données pour les importations. Et la première ligne, c'est la production agroalimentaire. Donc, de 15,7% des exportations, 10%, c'est la valeur ajoutée. Et ensuite, nous pouvons calculer cette valeur ajoutée avec les secteurs et les données de secteur. Donc, 6,8% sont représentés par le secteur agroalimentaire et d'autres secteurs sont moins élevés. Et les limites de production d'autres secteurs ont été influencées, mais les chaînes courtes, c'est le problème de production des petites entreprises. Et un deuxième, c'était donc mon deuxième commentaire. Et le troisième, c'est la distribution des importations. Donc là encore, là aussi, il y a des limites donc sur les importations. Ici, vous voyez un tableau sur la formation du capital. Donc ici, vous voyez les types de production que nous importions.
de l'UE. Et donc, par exemple, nous voyons les importations des produits, des pièces détachées et des équipements. Donc là, vous voyez qu'il s'élève à 9,6%. Donc, c'est ce que nous recevions en termes d'équipements en provenance de l'Union européenne. Donc là, cela, bien sûr, a un impact direct sur les investissements. Et on peut avoir le même tableau pour d'autres pays. Nous avons des importations, donc 57%, donc plus de la moitié. Et donc, il faut comprendre comment ces restrictions peuvent avoir une influence sur la situation générale. Donc, on a d'autres tableaux sur la consommation des ménages, etc. Donc, nous pouvons avoir des données assez détaillées. Voilà ce qui concerne la structure. Et ensuite, donc, les défis liés aux sanctions. Donc, tout d'abord, trois défis clés qui se sont apparus. Tout d'abord, c'est la baisse de valeur ajoutée sur nos chaînes d'exportation. Donc, je vous ai déjà parlé de types de production, de types de secteurs qui ont été impactés. Deuxièmement, les ruptures de livraison des importations nécessaires. Donc là, nous l'avons déjà évoqué également. Et troisièmement, c'est la balance extérieure qui s'est empirée et donc la nécessité de limiter la consommation antérieure. Donc, nous avons une solde qui est déséquilibrée, un marché de monnaie déséquilibré, et donc il faut soit diminuer la consommation, soit faire quelque chose avec le taux de change, donc d'évaluer la monnaie nationale. Donc cela représente les trois défis majeurs avec bien sûr d'autres résultats négatifs liés à l'inflation, à la dévaluation, etc. Et il y a beaucoup de statistiques qui sont fermées aujourd'hui, donc je peux vous commenter quelques questions, quelques données que je peux vous démontrer. Donc, en ce qui concerne la diminution des valeurs ajoutées, là, c'est un défi majeur et en même temps, on a réussi à le mitiger quelque part. Donc, c'est quelque chose où nous avons assez d'inertie quelque part, c'est-à-dire que jusqu'à juin, nous avions encore des livraisons d'exportation dans le cadre de contrats antérieurs. Donc, nous avions déjà encore des livraisons. Donc, il n'y a pas eu de rupture, euh, de rupture. Et il y a une certaine période d'adaptation quelque part. Deuxièmement, un quart de volume, nous avons réussi à réorienter ce quart d'exportation vers d'autres marchés. Donc, nous avons réussi à exporter ces produits sur d'autres marchés. D'après nos estimations, 2 tiers à peu près des produits sous sanction, nous avons réussi à les exporter ailleurs. Donc là, c'est ce que nous voyons en termes d'exportation. Donc, les sanctions n'ont pas été imposées tout de suite. Il y a eu une certaine période d'adaptation. On a réussi à impliquer d'autres marchés. Donc, on a réussi quelque part à amortir ce choc. Ensuite, en février, en janvier, nous avons constaté des importations en croissance. Donc, il y avait des produits qui ont été importés quelque part en anticipation. Après, il y a eu certaine période de confusion et par la suite, on a trouvé d'autres marchés alternatifs.
Et pour le troisième défi, je vais y revenir un peu plus tard. Donc là, je vais vous montrer quelques chiffres qui vous montrent l'ampleur de l'impact. Donc là, par exemple, ce que j'avais évoqué tout à l'heure, la structure des dépenses. Donc, vous voyez les dépenses générales et ensuite les distributions, donc par rapport au PIB, avec les impôts. Donc là, par exemple, si on prend les ménages, nous avons la structure, nous avons la croissance et là, ce qui est marqué en rouge, c'est l'approche classique, quelque part, de décomposition du PIB. Là, on regarde justement qu'est-ce qui a été dépensé, dans quel secteur, etc. Donc, ensuite, nous le divisons par ce qui est parti en importation avec la valeur ajoutée. Et là, en vert, nous avons l'impact de cette valeur ajoutée. Donc là, vous voyez par exemple le remplacement des importations. Et ici, nous calculons en fait ces données par rapport aux données de base, d'une année de base. Donc cela peut croître plus rapidement ou plus lentement parce que l'économie connaît des changements structurels, etc. Donc si ici, nous calculons les importations et elles croient moins rapidement qu'elles ne devraient, cela veut dire qu'il y a un effet de remplacement des importations. Cet effet peut être plus constant ou plus situatif, pour ainsi dire. Et si l'on regarde les importations sur les consommations des ménages et d'autres types d'importations, nous nous attendions à une décroissance de 30%, mais en fait, il a diminué de 18%. Et donc, il y a quelque part un effet positif parce que l'argent qui était présent, les ménages ont décidé de ne pas le dépenser, mais plutôt de le dépenser sur des produits intérieurs, des produits bélarusses. Et donc, au Bélarus, l'effet potentiel sur le PIB et l'effet potentiel sur les chaînes de valeur, on estimait à 15 à 20% du PIB. De fait, ce qu'on a constaté, c'est une décroissance de 4,7%. Pourquoi? Parce qu'il y a donc moins d'importations, moins 1,8%. Et bien sûr, le PIB, même si on a réussi à réorienter quelque chose, on s'attendait à une décroissance plus importante. Mais grâce à la consommation s'est réorientée vers la production intérieure, nous avons réussi à avoir cet effet positif. Si l'on regarde sur les dernières années, nous voyons ici donc la distribution de la contribution de ces différents types de demandes. Donc là, par exemple, vous voyez en rouge les exportations. Là, c'est le décroissement des investissements dans le capital de base. Et en jaune, vous avez le remplacement des importations. Donc, c'est la situation liée justement au changement d'importation. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que cette baisse d'exportation a été la plus importante depuis 2013. Et bien sûr, si l'on compare aux années précédentes, vous voyez très bien que cela a beaucoup changé. Donc, par exemple, là, vous voyez en 2008 les chiffres à moins 2,3. Donc, cet impact a été le plus important pour le Bélarus au XXIe siècle. Si l'on regarde maintenant par
trimestre. Donc, vous voyez comment la situation a évolué pendant l'année. Donc, vous constatez ici que la situation la plus difficile a été constatée au deuxième trimestre de 2022. Il y a eu des effets de mitigation, d'amortissement par le remplacement des importations. Et ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Il y a une sorte de reprise du marché et aujourd'hui, nous constatons une croissance, une toute petite croissance des exportations. Donc, par rapport à l'année précédente, bien sûr, nous n'avons pas atteint le niveau des exportations d'avant les sanctions, mais néanmoins, nous voyons que l'économie a l'impression que la crise est passée et vous voyez ici comment en vert la consommation des ménages a changé par rapport à l'année dernière. Et en même temps, nous voyons en effet vers le quatrième trimestre que la décroissance des exportations a cessé d'avoir un impact, cet impact énorme sur l'économie. Donc, c'est un facteur qui a commencé à être le plus important en termes d'effets négatifs. Donc, nous avons quelque part soutenu notre PIB et maintenant, nous sommes revenus aux achats à l'extérieur. Et donc, cette consommation des ménages, justement, elle se réoriente sur les importations, sur cette demande différée. Ensuite, en janvier, de janvier à mai, notre économie a constaté une toute petite croissance à 0,9%, bien sûr par rapport à cette base très basse de l'année dernière. Et cette croissance va bien sûr décroître l'année prochaine, j'imagine, parce que cette base va augmenter. Donc, bien sûr, il sera difficile de revenir au niveau d'avant les sanctions si les prévisions du gouvernement s'élèvent à 3,8% de croissance, mais cela représente quand même un niveau beaucoup plus bas qu'avant les sanctions, bien sûr. Donc, ce que nous constatons ici, c'est que grâce à cette adaptation, l'économie a ces effets de crise. Donc, malgré tous ces défis, elle n'a pas décru d'une manière aussi catastrophique qu'on pourrait le prédire. Et bien sûr, aujourd'hui, nous voyons encore les conséquences et nous continuons à les constater. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en termes de balance extérieure? Donc là aussi, nous avons fait une décomposition. Donc en 2022, on avait un solde même plus important qu'en 2021. Pourquoi? Donc là, il faut regarder plus en détail. Qu'est-ce qui a eu un impact? Donc là, vous avez une décroissance des exportations à moins 5,9 milliards de dollars. Donc, bien sûr, les importations également se sont rétrécies. Vous le voyez ici, mais là, nous voyons ici les importations qu'on retrouve ici. C'est le même chiffre. C'est le même chiffre en jaune. Et donc, là, nous arrivons à un équilibre parce qu'il y a toutes ces consommations à lanterne. Et donc, là, on arrive à un certain équilibre. Et donc, par la suite, nous avons des facteurs positifs. Quels sont ces facteurs? Donc là, par exemple, en vert, ce sont le rétrécissement de nos importations de technologie.
Donc, c'est une réaction, on peut dire, situative. Ensuite, le remplacement des importations. Donc, nous avons accru mécaniquement l'achat de nos produits intérieurs, produits au Bélarus. Donc là, c'est ce qui nous a donné ce plus. Et donc, ce qui nous donne, c'est ce chiffre positif. Donc, en fait, je vais vous montrer ici une composition en 2022 que nous n'avons jamais constatée avant. Donc, nous avons des conditions auxquelles l'économie a réagi. Donc, nous avons rétréci cette demande, les investissements, etc. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce qui a quelque part équilibré l'impact négatif, ici en rouge. Donc, ces trois facteurs, en fait, nous ont permis d'arriver à un solde positif. Donc, pour cela, nous n'avons même pas eu besoin de limiter la consommation des ménages. Et si l'on compare, par exemple, à la situation d'après la crise économique mondiale, en 2018-2019, et je vous rappelle qu'en 2011, nous avons eu une dévaluation de la monnaie parce que cette crise a eu un impact négatif, bien sûr, sur les conditions des prix. Et il y a une décroissance des exportations, mais il y avait quand même de la demande antérieure pour soutenir la croissance. Et donc, on avait eu un solde négatif et on a dû emprunter. Et même avec ces emprunts, nous sommes arrivés à une dévaluation et seulement après cela, nous sommes revenus à une situation à peu près normale. Mais en 2022, nous n'avons pas stimulé la demande antérieure, nous avons plutôt suivi le solde extérieur. Et donc, c'est cela qui nous a permis de traverser cette année sans un choc majeur. Et ensuite, vous voyez ici par rapport au trimestre, donc vous voyez que cette histoire se termine quelque part ici. Donc là, vous voyez les chiffres sur les premiers trimestres de 2022. Donc là, il y a des importations, bien sûr, différées. On arrive à un solde très peu important, en fait, positif, mais très petit. Et donc là, nous savons qu'il faut encore payer nos emprunts, nos crédits, notre dette extérieure. Donc, ce n'est pas une situation très favorable et il faudra travailler, bien sûr, avec cela. Et on devra donc procéder à une correction structurelle. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire en conclusion? Ce que je vous ai démontré avec tous ces chiffres, c'est une situation actuelle. Donc, quels sont les secteurs qui ont été le plus impactés? Quelle était la dynamique? Quels ont été les facteurs qui ont permis d'amortir ces impacts? Donc, si l'on se souvient de ce tableau des exportations, nous avons bien sûr les ressources en pétrole, en d'autres matières premières. Donc là, on est en train de réorienter la logistique pour partir vers d'autres marchés et pour rétablir ces volumes. Deuxième secteur qui a été beaucoup impacté, c'est bien sûr notre secteur informatique et notre secteur de transport. Donc, cela fonctionnait grâce au fait que nos spécialistes en informatique avaient un avantage comparatif parce que c'était des salaires plus bas
et il travaillait beaucoup pour le marché américain et européen. Notre secteur de transport, encore une fois, avait des avantages comparatifs en termes de salaire plus bas et donc servait beaucoup pour le trafic entre l'UE et la Russie. Donc, je vais probablement vous remontrer ces données à la rentrée, mais en tout cas, nos spécialistes en informatique avaient donné une croissance assez stable à notre PIB pendant ces dernières années. Donc, c'était un secteur très stable. Et pour l'instant, aujourd'hui, nous avons une décroissance stable liée à ce secteur. Et qu'est-ce qui peut nous remplacer, ce secteur? Donc, il y a des attentes par rapport au marché russe, pour les exportations des équipements, mais il faut savoir que dans ce secteur, nous ne pouvons pas le comparer aux autres secteurs parce que ce n'est pas le secteur le plus efficace, le plus rentable. Donc, même si l'on accroît ce secteur, cela n'aura pas beaucoup d'impact sur la situation d'une manière générale. Donc, qu'est-ce que nous pouvons avoir en termes d'exportation dans les années à venir? La question reste ouverte. Et deuxièmement, pour le développement, il faut avoir du développement des technologies, des compétences, des ressources humaines, des qualifications, etc. Donc là, quand on parle du secteur informatique, on avait vraiment un secteur bien établi avec des spécialistes qui travaillaient pour Microsoft, pour d'autres sociétés internationales. Il y avait un système de formation très robuste. L'exportation des équipements vers la Russie, c'était aussi des compétences que nous avions accumulées. Et pour les accroître, maintenant, il faut investir massivement. Et cela ne peut pas être fait rapidement, donc on n'aura pas de croissance très rapide. Et le deuxième aspect de cette stratégie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut développer et comment. Et troisièmement, bien sûr, c'est la question qui reste ouverte aujourd'hui. Quel est le modèle de croissance par la suite? Donc, quelle est la stratégie qu'on devrait adopter? Donc, aujourd'hui, on essaye bien sûr d'amortir la décroissance, le choc, mais il faut aussi penser au long terme, au moyen terme. Donc, comment on peut quelle dynamique on peut avoir à l'avenir dans ces conditions actuelles. Mais je pense qu'on va en parler plus en détail à la rentrée, avec d'autres chiffres peut-être que nous aurons d'ici là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, assez brièvement, mais j'espère que j'ai été assez clair pour vous donner une image de comment le Bélarus vit toutes ces restrictions et quels sont les risques et les résultats sur l'année 2022 et le début de l'année 2023. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Alexandre Gatowski. Je propose maintenant que l'on discute sur les deux rapports. Il nous reste à peu près une demi-heure pour cette discussion. Il y a une question dans la salle. Oui, oui. Est-ce que le Bélarus participe assez activement dans ces schémas d'importation parallèle en provenance de l'Union européenne? J'imagine qu'il reste des fenêtres de possibilités, mais est-ce que l'économie est assez active ici? Donc oui, ce qui nous a montré notre analyse, c'est que on n'a pas été assez actif dans ce domaine. Il y a certains problèmes ici. Donc, avant, le Bélarus gagnait beaucoup plus avec ce transit que maintenant. Donc, nous avons la frontière avec la Pologne. Et il y avait beaucoup de produits, par exemple, agricoles qui passaient par notre pays.
Ensuite, il y avait des services de transport et des pipelines. Donc, nous avons bien sûr la pipeline Druzhba et Yamal Europe, le gazoduc. Donc, aujourd'hui, sur le gaz, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de transit. Et en ce qui concerne le transit du pétrole, il n'y a que la branche du sud qui continue à fonctionner. Donc là, on a des pertes assez conséquentes. À cause des sanctions, notre flotte d'avions, donc les avions, les Boeing, etc., ne peuvent plus, ne peuvent plus fonctionner. Donc là encore, ce trafic de fret a été stoppé. En termes de transport automobile, vous savez que les transporteurs bélarusses et russes ne peuvent plus rentrer en Europe. Donc là, aujourd'hui, nous devons décharger et recharger toute la production sur des camions européens. Donc, bien sûr, cela a eu un impact énorme. Et en plus, il y a le secteur d'informatique, bien sûr, qui était très orienté vers le marché américain et européen. Et là, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'il y a une partie des personnes qui sont parties en Pologne, en Lituanie. Et ce flux migratoire continue aujourd'hui. Et donc, cette position de transit que le Bélarus avait, aujourd'hui, à cause de cette barrière entre l'Union européenne et nous, bien sûr, cela a eu un impact très négatif. Et en plus, on avait un transit entre la Chine et l'Europe. Nous avions du transport de conteneurs qui se développait beaucoup ces dernières années. Donc, cette position favorable que nous avions, bien sûr, nous l'avons aujourd'hui perdue. Avec les Ukrainiens, nous avions également beaucoup d'activités. Donc, aujourd'hui, je pense qu'en globalement, nous avons perdu. Et même si la Russie essaie de compenser quelque part en termes de logistique, en termes de marché, mais la logistique reste plus chère en Russie et ce n'est pas les productions, les produits optimaux en termes de valeur ajoutée. Donc, pour l'instant, nous avons perdu. Et surtout, le secteur informatique nous donnait certes une croissance pas très importante, de l'ordre de 1 ou 2%, mais c'était une croissance stable que nous avons aujourd'hui perdue. Et donc, cette situation a été mise à zéro et ce modèle de croissance que nous avions a été cassé quelque part aussi à cause de cette... Вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Bien, Александр je Владиславович. vais faire une très courte intervention pour souligner le fait que dans ces deux rapports, nous avons en fait des situations absolument opposées. Je m'explique. L'Arménie n'était pas un pays qui avait un commerce important ou un impact important de l'économie russe dessus, et s'est découvert tout d'un coup un rôle économique important avec les sanctions. Et là, on voit que, d'une certaine manière, l'économie arménienne se trouve un petit peu, je dirais, noyée sous l'argent russe. Mais cet argent russe, il va probablement rester parce que les sanctions vont rester. Et par ailleurs, se pose à ce moment-là la question du rapprochement de l'Arménie par rapport au corridor nord-sud qui descend à travers la Caspienne et qui va évidemment aller jusqu'à l'Iran et aller à ce moment-là jusqu'au pays du Golfe Persique. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Par contre, pour le Bélarus,
qui avait construit d'une certaine manière un modèle de développement économique, bien sûr en lien avec l'économie russe, mais je dirais en cherchant à maximiser sa position d'intermédiaire entre la Russie et d'un autre côté les pays de l'Union européenne, voire l'Ukraine, ce pays se trouve tout d'un coup devenir une espèce de fin du monde fermé et n'a d'une certaine manière les partenaires qu'il pouvait avoir jusqu'en 2021. C'est très intéressant parce qu'on voit là se constituer en fait deux logiques. Une logique nord-sud dont, à mon avis, l'Arménie pourrait, ça demandera des efforts, mais pourrait profiter, et une logique, cette fois-ci, de périphérie enclavée qui va caractériser l'économie du Bélarus. Et donc, il va falloir que les autorités du Bélarus mettent en place une stratégie économique pour savoir comment sortir de cette situation et comment, d'une certaine manière, profiter des quelques avantages comparatifs qui restent à l'économie du Bélarus, en particulier dans les domaines à relativement haute technologie, où l'économie du Bélarus est très loin d'être négligeable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Есть ли у нас еще вопросы? Oui, j'aimerais poser quelques questions de précision à M. Gatovski. Alexandre Vladislavovitch, en ce qui concerne le transit de Kazakhstan à travers le Biélarus, est-ce qu'il est maintenu? Oui. Donc la situation est la suivante. Il y a le pétrole qui passe par le canal du Sud à travers le Biélorusse. Il y a aussi un sujet qui est beaucoup discuté dans la presse. Ce sont les produits de frais qui sont libellés comme envoyés à Kazakhstan, mais qui n'arrivent pas au Kazakhstan finalement. Donc, c'est pour ça que nous avons des limites installées pour les biens qui arrivent en République de Biélarus. Donc, je peux dire que les pays européens utilisent cette stratégie de grève italienne. Maintenant, nous voyons la réduction des importations parce que, justement, s'il y a des problèmes de transit, il y a une partie de cargo qui n'arrive pas à la destination finale. Donc, ils ne laissent partir un petit flux de production à travers la frontière. Et bien sûr, il y a beaucoup d'heures d'attente. Il y a bien des files d'attente. En plus, les Européens peuvent venir sur le territoire biélorusse. Avant, il fallait laisser le cargo et ça a été ensuite transporté par les Biélorusses ou les Russes. Mais en fait, maintenant, il y a le changement de véhicules de cargaison. Donc, la possibilité de passage est très limitée à la frontière. Il y a peu de voitures, peu de camions qui peuvent passer au même moment. Nous n'avons qu'un seul point de passage. Tout le reste a été fermé. Donc, tous ces flux de transport des marchandises ont bien souffert également. D'accord. Mais on m'a dit que il y a certaines envois de marchandises de Kazakhstan. Oui, bien sûr, il y a des situations où les Biélorusses ont essayé aussi présenter quelque chose comme des exportations envers le Kazakhstan et en fait ensuite ça a été différé. Mais l'analyse montre que à peu près 10% des produits sanctionnés se retrouvent dans une telle situation.
Donc, bien sûr, il y a des exemples concrets, mais ce sont des exemples à séparer. D'accord, merci. J'aimerais aussi savoir, donc, Biélorusse est le producteur des engrais minéraux. Là, c'est important. Et la production des engrais minéraux, les producteurs des engrais minéraux ont gagné beaucoup l'année dernière et ont vu une croissance. Est-ce que c'est le cas de Biélorusse? Oui, donc d'un côté, avant, nous transportions des engrais en pays Bolt et ensuite, on utilisait la navigation maritime pour transporter les produits plus loin. Donc d'abord, le transport par les trains et ensuite le transport par les navires. Mais aujourd'hui, les ports en Pétersbourg, dans d'autres régions, ne peuvent pas travailler avec ce type de produits en vrac. Pareil avec les produits de pétrole, puisque ce sont les moyens, ils ont des demandes de type de cargaison différentes. Nous n'avons pas de statistiques ouvertes, mais en fait, ce sont des produits qui sont transportés en containers. Donc avant, on faisait juste la diffusion d'un produit à l'autre en vrac. Maintenant, nous ne sommes pas revenus au volume de production transporté d'avant. Bien sûr, la Russie effectue des transports de fret dans le sud-est. La Russie a gardé une partie de trafic, mais c'est devenu plus cher et plus limité. Donc oui, le prix de croissance a un peu compensé cette tendance, mais pas tout à fait. Je pense que c'est l'un des domaines les plus problématiques des exportations. C'était un domaine qui était plus élevé à un profit et maintenant c'est devenu très problématique. D'accord, merci. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oleg. Oui, Da, da, juste da. deux petites questions par curiosité. On a parlé de l'Arménie et les personnes qui sont venues s'installer en Arménie de la Russie. Si je comprends bien, les Biélorusses sont partis également vers l'Arménie. Mais je ne sais pas, je sais qu'il y a eu des départs vers la Pologne, la Lituanie. Est-ce qu'il y a eu l'impact sur l'Arménie? Et la deuxième question, j'ai vu sur l'une des chaînes Telegram quelqu'un dire qu'il y a eu des passages de production à Kalouga, en Russie. Donc, est-ce qu'il y aura un impact positif pour le Biélorusse? Donc, première question, en ce qui concerne le départ de Biélorusse, c'est les mêmes listes de limites, les mêmes listes de contraintes pour les Russes et les Biélorusses. Donc, il n'y a pas trop de sens de partir envers le Biélorusse parce que vous allez vous voir vous voulez dire du Biélorusse en Union européenne? Maintenant, nous voyons un déficit de force de travail sur le marché. Donc, bien sûr, ça a des conséquences. Ça concerne aussi le potentiel de production. Maintenant, nous menons des recherches. Nous nous retrouvons dans la situation où la quantité des personnes qui commencent les études supérieures a été diminuée, a été réduite en 2 fois. Donc, nous avons un manque de spécialistes de haute qualification, mais nous avons également une manque de spécialistes de basse qualification. Nous avons la Pologne qui n'est pas très loin. La Pologne a allégé un peu les demandes envers les personnes qui viennent y vivre.
Et bien sûr, cela a une forte influence sur le mouvement de la force du travail. Donc, par exemple, on dit qu'il y a besoin, par exemple, dans le domaine de la carrosserie et d'un travail saisonnier, on peut donner la possibilité de vivre sur place et cela est très attirant. Donc, si sur le territoire de Biélorusse, nous n'avons pas assez de spécialistes, même à 50 à 100 kilomètres de Minsk, il n'y a pas assez de spécialistes de réparation de voitures, de carrosserie. Donc, ça, c'est un problème. Et la deuxième question, j'ai déjà oublié sur quoi il portait. On ne vous entend pas, vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? Oui, donc les Kamaz à Kaluga. Oui, donc la situation est la suivante. Notre secteur de construction de véhicules, je peux vous faire voir ma présentation. C'est déjà, il n'occupe plus la première place dans les exportations et n'apporte pas la valeur ajoutée, donc le profit. Il ne représente pas les branches plus importantes de l'économie. Donc, il est au niveau en moyen, même moins élevé que moyen. Donc, je pense que ce secteur s'est réduit à un rassemblage assez simple avec une grande partie de composantes étrangères. Donc, pour l'économie, ça ne joue pas un rôle principal. Donc, le marché russe, de ce point de vue, si l'on compare les exports des engrais potassiques, des services de transport, l'exportation des machines et des équipements, oui, ça ne peut pas être remplacé.